Nous sommes à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Ce centre d'exposition consacré à la course au large fête ses 10 ans. L'occasion de faire le point sur le nautisme en Bretagne. Quel est le poids économique de ce secteur d'activité dans notre région ? Comment se porte le secteur de la plaisance ? Quels sont les nouveaux développements technologiques ou écologiques issus de la course au large ? Nous allons en débattre avec des professionnels du secteur. Et puis, on va prendre le large avec Marie Tabarly. 20 ans après la disparition de son père, Marie Tabarly s'élance dans un tour du monde à bord de Penduixis pour sensibiliser les citoyens à la fragilité de notre planète. Bienvenue dans l'heure du débat. Et nos invités pour ce début d'émission sont Guillaume Arnaud-Deslions et Yann Cornec. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Guillaume Arnaud-Deslions, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération des industries nautiques, fédération qui regroupe tous les professionnels du nautisme. Vous, Yann Cornec, directeur général de Plastimo, une entreprise plus que cinquantenaire spécialisée dans les équipements nautiques. La Bretagne est tournée vers l'océan, c'est une terre de marins, mais quel est le véritable poids économique du nautisme en Bretagne ? En 2016, la Fédération des industries nautiques et le Conseil régional ont publié une étude sur le sujet. En voici les principaux résultats. Alors on constate que le nautisme en Bretagne, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 7 440 emplois, plus de 2000 acteurs économiques et beaucoup de retombées indirectes. Guillaume Arnaud-Deslions, un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires pour le nautisme. C'est beaucoup moins que l'agroalimentaire, par exemple, qui flirte avec les 20 milliards en Bretagne. Le nautisme est-il un secteur clé en Bretagne ? Je crois qu'on peut affirmer que le nautisme est un secteur clé. Le nautisme est un secteur très jeune. Il ne faut pas oublier que le nautisme a démarré dans les années 60, donc on est encore un secteur économique très jeune, mais qui a eu un développement extrêmement important. Aujourd'hui, la contribution économique du nautisme sur les territoires, et notamment et évidemment sur la Bretagne, est considérable, parce que n'oublions pas que ce sont des emplois qui sont des emplois pérennes, qui sont non délocalisables, des emplois de service au bord de l'eau vers les plaisanciers sont des emplois non délocalisables. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit, et l'étude que vous avez citée tout à l'heure nous a bien montré que le poids réel économique, que ce soit en chiffre d'affaires direct, également en retombées indirectes, est considérable pour les territoires. Est-ce qu'il y a un potentiel de développement aussi ? Parce que voilà, l'agroalimentaire, on disait 20 milliards, là on est à 1 milliard. Quelles sont les possibilités de développement ? Alors, on n'a pas la prétention d'atteindre le niveau de l'agroalimentaire à court terme, je vous rassure. Mais je crois que l'évolution aujourd'hui de la demande, l'engouement toujours plus fort pour le nautisme, que ce soit sur des aspects de propriété de bateau, mais également de pratique tout simplement, continue à se développer et qu'il y a une énorme demande de services et de nouveaux services aujourd'hui. Donc, de belles perspectives de développement également sur le secteur. Alors, les industries, commerces et services liés au nautisme regroupent plus de 1200 entreprises. La plupart sont des TPE de moins de 10 salariés. Plastimo, avec ses 200 salariés, ferait presque figure de géant du secteur. Alors, Yann Cornec, pourquoi est-ce si difficile pour ces entreprises de grossir finalement ? Est-ce que le nautisme, on en parlait à l'instant, mais ça ne reste pas un marché de niche ? Alors, je pense qu'on peut considérer que c'est un marché de niche. Et c'est vrai que c'est un marché, comme le disait Guillaume Arnaud-Deslions, qui est relativement nouveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le tissu économique est explosé dans le nautisme, c'est-à-dire beaucoup de très petites entreprises, avec une tendance quand même de structuration qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire de reconcentration, de fusion d'entreprises Oui, on peut voir que les constructeurs de bateaux commencent à se regrouper. Il y en a un d'ailleurs français qui est leader mondial aujourd'hui. Et puis dans l'ensemble des acteurs du nautisme, on voit qu'il y a des mouvements de concentration. Alors, on va revoir quelques statistiques. En 2017, les ventes de bateaux ont accusé une baisse de 4%. La vente de bateaux neufs progresse, mais c'est le marché de l'occasion qui souffre. 16 475 transactions de bateaux en 2007, donc moins 4%. Le marché de la plaisance, c'est avant tout un marché de l'occasion.
Il se vend 7 fois plus de bateaux d'occasion que de neufs. C'est une caractéristique structurelle ou est-ce que cela signifie finalement que le marché est saturé? Alors je crois qu'il y a déjà une caractéristique du produit, c'est-à-dire qu'un bateau, c'est pas un téléviseur, c'est pas un grille-pain. Un bateau, ça a une durée de vie très longue. Un bateau entretenu, ça peut durer 40, 50 ans. Et donc, il y a déjà un aspect produit qui explique le phénomène. Aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez souligné, les ventes de bateaux d'occasion sont très supérieures aux ventes de bateaux neufs. De l'ordre de 65 000, on voit, et c'est très stable en plus, même pendant les périodes de crise, le marché de l'occasion a été très stable. Il faut voir que ce n'est pas, à part quelques catégories de bateaux, ce n'est pas un frein forcément à la vente de bateaux neufs, et ça ne veut pas dire que c'est saturé. Parce que souvent, les primo-accédants commencent par acheter un bateau d'occasion, souvent de petite taille, puis vont acheter peut-être un deuxième bateau d'occasion d'une taille un peu plus importante par la suite, et puis peut-être le troisième achat, ça va être un bateau neuf. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers des nouveaux pratiquants également, parce qu'il y a des budgets un peu moins importants, parce que c'est plus accessible, et parce que l'offre de bateaux d'occasion récents est assez importante. Pourtant, sur les chantiers bretons, on entend souvent que ce ne sont pas les capacités de production qui manquent, mais c'est plutôt le manque de marins. Est-ce que finalement on a moins de marins qu'avant, moins de gens portés vers la mer? Alors, je pense qu'on a de plus en plus de gens portés vers la mer, avec une envie de naviguer. Maintenant, des vrais marins, ça dépend comment on va définir le marin en fonction de ses vraies capacités. Il y a des besoins d'accompagnement plus importants aujourd'hui. Les gens zappent. Avant, on avait des gens dont le loisir quasi unique, c'était le bateau. Maintenant, les gens veulent faire du bateau, veulent faire aussi d'autres activités, et donc ont peut-être moins de temps à consacrer vraiment à une formation de base solide. Donc il y a des besoins de services, d'accompagnement de ces gens-là, mais je crois que l'envie et le potentiel pour attirer toute cette nouvelle clientèle est vraiment réel. Et Yann Cornec, cette prédominance là, de l'occasion dont on parle implique finalement que votre entreprise est sur un marché de renouvellement, essentiellement renouvellement des équipements de sécurité, d'accastillage, de vêtements. Quels peuvent être les relais de croissance pour votre entreprise dans ces conditions-là? Alors, c'est vrai que nous, en tant qu'équipementier, on est plutôt sur un marché de renouvellement, d'entretien du bateau, etc. Du coup, c'est un marché qui est moins, quelque part, par rapport à la construction des bateaux, subit moins les aléas justement de la conjoncture économique. C'est un marché plus résilient. Donc, par rapport à la crise de 2008, on a moins subi aussi. Donc, les leviers en fait, qu'on a de croissance, on va aller les chercher en se diversifiant, en offrant plus de services sur un bateau et en allant chercher aussi des marchés à l'export. Vous parlez de diversification, ça se traduit comment chez Plastimo? Alors chez Plastimo, un peu dans la continuité de ce que disait Guillaume Arnaud Deslions, en fait, la pratique du nautisme évolue. On est moins sur des gens très expérimentés et plus sur du loisir facile et facile d'accès. En termes de produits, ça se traduit, c'est quel type de produit? Ça se traduit par des produits plus orientés loisirs. Pour nous, en fait, qui ont des gammes de sécurité très importantes, c'est-à-dire de faciliter l'accès à tout le sport nautique et toutes les activités nautiques en sécurisant les gens. Et derrière aussi d'aller vers l'export pour développer nos ventes. Oui. Non, et après, en termes de diversification... Un type de produit, juste pour se rendre compte. Pardon. Un type de produit traduisant cette diversification, juste pour se rendre compte, je ne sais pas. Aujourd'hui, Plastimo fait des gilets. Aujourd'hui, ce sont des gilets gonflables. On va dire qu'il y a quelques années, le gilet était un équipement du bateau. Maintenant, ça devient un équipement de la personne, pratiquement du vêtement. Il est beaucoup plus porté. Et du coup, on arrive à développer nos ventes. D'accord. La Bretagne est souvent considérée comme un Eldorado de la voile. La région compte 2470 km de côte, 15 bassins de navigation, plus de 160 ports de présence, d'où l'importance du parc de bateaux, plus de 220 000 unités. C'est 23% du parc français. Guillaume, la crise de 2008 a fait chavirer l'industrie nautique, on peut le dire. Des chantiers ont fait faillite. Les immatriculations de bateaux neufs se sont effondrées. Depuis 5 ans, ces ventes remontent, mais très progressivement. On est encore très loin d'atteindre les niveaux d'avant-crise. Le secteur, est-ce qu'il est sorti de l'ornière ou est-ce qu'on est encore dans une période de convalescence?
Alors je crois qu'on peut, sans se tromper, dire qu'aujourd'hui le secteur pardon, est sorti vraiment des années de crise. On est un secteur de loisirs et donc on surréagit à l'économie générale. Quand l'économie va bien, on a plutôt tendance à croître plus rapidement que l'économie générale. Et dès qu'il y a des inquiétudes, dès qu'il y a des ralentissements, dès que les gens commencent à se poser des questions sur leur emploi, sur l'avenir de leur avenir professionnel, le bateau est vraiment le premier poste qu'on va finalement supprimer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que sur ces années, c'est vrai que le marché français, qui avait plutôt bien résisté au départ, a finalement diminué comme les autres marchés, hein, parce que la crise était mondiale, et a redémarré un peu plus tard. La reprise, elle a commencé il y a 4 ans aux États-Unis, elle s'est confirmée un petit peu en Europe, et la France a été un des pays qui a redémarré le plus tardivement, peut-être aussi parce que c'est celui qui avait diminué plus tardivement. Le niveau des ventes en France aujourd'hui, effectivement, est très inférieur à celui qu'on avait pu atteindre en 2007-2008. Et on le retrouvera, ce niveau de vente de 2008? Il n'est pas sûr qu'on le retrouve en France, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, la production de bateaux française est exportée à 75%. Donc le marché français, ce n'est que 25% de la production des entreprises françaises. Donc pendant ces années-là, elles se sont aussi beaucoup développées à l'export. Et je crois que les leviers de croissance, outre l'innovation permanente dont on a besoin dans ce secteur, c'est vraiment l'international. Plastimo a pris de plein fouet la crise économique de 2008. L'entreprise a frôlé la faillite avant d'être rachetée par le Toulonnais Alliance Marine. La conjoncture, est-ce qu'elle s'est améliorée? Et quelles recettes finalement vous avez appliquées pour vous en sortir? Alors oui, depuis 2008 et depuis, on va dire, plutôt 2015-2016, on commence à voir le marché qui s'est nettement amélioré. Et comment on s'en sort sur une crise qui nous a frappé aussi violemment? Bon, déjà, nous, on est sur un secteur de l'équipement qui a pris moins fort la crise que la construction de bateaux. Ensuite, il faut toujours innover, toujours proposer des nouveaux produits parce que le marché reste là. Et la compétition s'est clairement accentuée. Il y a les acteurs internationaux qui viennent d'où, ces acteurs internationaux? De quel pays viennent ces acteurs internationaux? Alors, un peu de partout, mais on va avoir des Italiens, des marques grecques, des Allemands, des Anglais. Le marché s'internationalise. Avec un vrai savoir-faire et du coup une vraie concurrence. Avec une vraie compétitivité, en tout cas. Et derrière, en fait, pour passer ces années, on a travaillé sur d'autres marchés. On a ouvert plus d'exports, comme les chantiers l'ont fait, et d'autres activités, c'est-à-dire des activités connexes au nautisme. Ça peut être le maritime. On a travaillé pour l'armée, pour des compagnies pétrolières, etc. Donc il faut savoir se diversifier et proposer au marché de la nouveauté. Alors bateaux à voile ou à moteur d'ailleurs ne sont pas des achats prioritaires. On parle beaucoup de démocratisation du nautisme, mais finalement le nautisme ça reste un loisir de riches, c'est aussi votre sentiment? Alors je ne vais certainement pas aller dans ce sens-là, puisque la diversité de l'offre dans le nautisme touche absolument tout le monde. On peut aller sur l'eau à partir de quelques centaines d'euros. Vous pouvez acheter un stand-up paddle, vous pouvez aller acheter un kayak, mais vous pouvez aussi aller sur l'eau pour plusieurs millions d'euros si c'est plutôt, et si votre bourse le permet, si c'est plutôt la grande plaisance qui vous attire. Donc non, je crois que la démocratisation de la plaisance, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Et quand on regarde même au niveau des immatriculations de bateaux, donc des bateaux déjà de taille raisonnable, puisque pour être immatriculé, on s'aperçoit que l'ensemble des catégories socio-professionnelles sont très représentées sur l'ensemble des immatriculations. Donc non, la démocratisation de la plaisance, elle est importante. Maintenant, il y a un choix à faire entre être propriétaire de son bateau ou vouloir faire du bateau, la propriété ou l'usage. C'est un... Alors, on reviendra sur ce sujet. On va juste avant parler un peu d'emploi. Après avoir finalement licencié au plus fort de la crise, les entreprises recrutent à nouveau, mais peinent à trouver de la main-d'œuvre. Comment vous expliquez ça? Aujourd'hui, trouver des gens qualifiés, c'est très compliqué. C'est vrai que là, je pense que ça dépasse la conjoncture du nautisme. C'est tout simplement que l'économie globale repart et sur le marché du travail, on sent très très nettement la tension qui remonte pour tout type de poste. Et, les métiers du nautisme, en fait, ils ne font pas rêver.
Les métiers du On a nautisme. tout le monde veut être skipper, mais je ne sais pas, s'occuper de plasturgie chez un constructeur ou coudre des vêtements, c'est pas des choses qui font rêver. C'est des métiers qui ont tendance à disparaître, où la ressource, c'est-à-dire les compétences, sont de plus en plus rares, et du coup, la demande est plus forte que l'offre. Je pense que c'est essentiellement ça, parce que travailler dans le nautisme, d'une manière générale, ça reste attractif. Les ports de plaisance et mouillage breton, finalement, ils sont remplis de bateaux. Les ports à sec se développent à vitesse grand V. A-t-on les capacités d'absorber une augmentation de la flotte bretonne là, et est-ce même souhaitable de voir ces bateaux se multiplier comme ça? Alors je crois que la situation, elle est très différente en fonction des ports. Et dans le temps, on a eu une pression sur les places de port beaucoup plus importante il y a quelques années que maintenant. Alors évidemment, on a eu depuis 2008 des années plutôt de crise qui ont diminué la pression sur les ports. Mais aujourd'hui, les gens veulent surtout avoir une place dans le port qui leur convient, le plus près, le mieux équipé. Donc il y a des ports avec encore des tensions importantes, des listes d'attente importantes, et d'autres ports où vous trouvez des solutions assez faciles. Maintenant, il ne faut pas jauger la capacité d'accueil des ports uniquement au nombre de places. On développe, et je crois que le Morbihan est vraiment un acteur, un pilote dans le domaine, on développe vraiment ce qu'on appelle la gestion dynamique des places, des solutions alternatives. On ne vous propose plus une place à tel ponton, tel numéro, mais une solution pour votre bateau tout au long de l'année. Parfois à terre, parfois sur un ponton, parfois sur une autre place. Et je crois que c'est revisiter un petit peu cette capacité d'accueil pour accueillir plus de bateaux qui est vraiment la solution à terme. Alors, le marché de la location est en plein boom. De nombreuses études montrent qu'en moyenne, un bateau sort du port en moins de 10 jours par an. À Lorient, un service de location clé en main a vu le jour pour s'adapter à cette nouvelle demande. On regarde ça. C'est une belle journée pour naviguer. Bonjour. Alors Grégory et Philippe ont décidé de profiter des avantages que leur offre le Brest Boat Club de Lorient, dont ils sont membres depuis quelques mois. Alors du coup, le BMA. Le BMA, parfait. Et le Cap Camara. Très bien. Ça marche. Très bien. Moi, je suis un ancien plaisancier qui n'a pas mis les pieds sur un bateau à voile depuis plus de 15 ans. Et donc, le système qui est proposé par le Brest Boat Club permet justement de retrouver un petit peu ces marques, de réapprendre un peu, de redécouvrir et de partir en toute sécurité. Car outre la mise à disposition d'une petite flotte composée de 5 bateaux à moteur et d'un voilier, le Brest Boat Club offre aussi des séances de coaching à ses membres. L'interrupteur pour allumer les instruments électroniques. Donc le bateau est équipé d'un sondeur avec carte. Il y en a qui ont le permis, qui n'ont pas pratiqué depuis qu'ils ont le permis jusqu'à ce jour où ils prennent en main un bateau. Ça peut être de l'ordre de quelques mois à plusieurs années. Donc nous, notre rôle, c'est de les mettre en confiance, de leur montrer les subtilités du bateau et ensuite de les accompagner sur l'eau pour qu'ils soient ensuite autonomes. Voilà, faites une manœuvre franche en arrière. Et là, vous pouvez partir en avant, franchement, en mettant des gaz. Une fois le bateau bien en main, les deux plaisanciers peuvent se faire plaisir sous le regard vigilant de leur coach. Dans la rade de Lorient, il faut faire attention, on a beaucoup de trafic. On a le courrier de Groix, on a les bateaux de commerce, les bateaux Transrad. Donc on essaye de bien tenir sa route, tenir son cap. On croise toujours à droite et on essaye de bien adapter sa vitesse par rapport au trafic. C'est une bonne séance de coaching sur un bateau que je n'imaginais pas prendre au départ. Moi, j'étais plutôt branché voilier, mais du coup, de temps en temps, j'imagine que je pourrais tout à fait réserver ce bateau et m'en servir. Pour Grégory, titulaire d'un permis bateau depuis 2 ans seulement et qui vient de s'installer à Lorient, la formule proposée par le Brest Boat Club est idéale. C'est beaucoup plus simple de louer plutôt que d'avoir un bateau, d'en être propriétaire et d'avoir toutes les contraintes, sécurité, carénage à avoir à effectuer de manière individuelle. Pour être membre du Brest Boat Club, il faut tout de même débourser entre 1 300 et 5 100 € à l'année selon la formule choisie. S'il n'existe qu'un seul boat club en Bretagne pour l'instant, l'idée devrait faire des émules dans les années à venir. Guillaume Arnaud des Lions, le comportement des plaisanciers change. Posséder un bateau, finalement, ne séduit plus.
Alors, on observe une nouvelle catégorie de plaisanciers. Jusqu'à récemment, un plaisancier, c'était un propriétaire de bateau, c'était un peu la définition. Et on s'aperçoit aujourd'hui, notamment avec les nouvelles générations, qu'on n'est plus sur une activité et sur une offre, une demande d'usage qu'une demande de propriété réellement. Et on voit effectivement, et le reportage le montre très très bien, que ces populations-là sont en attente de nouvelles offres de services à travers la location, à travers les boat clubs. Le boat club, ça fait 10 ans que ça existe aux États-Unis. Et les États-Unis ont traversé la crise avec une baisse de la production. Par contre, le chiffre d'affaires de la filière a continué à augmenter avec le développement de ce type de service. Donc on est aujourd'hui en France au début de cette aventure de la location courte durée, de la location très souple et des boat clubs. Et je pense que ça va se développer fortement parce que, et ce n'est pas uniquement dans le nautisme que l'économie de l'usage prend le pas progressivement sur l'économie de la propriété, ça va se développer énormément parce que c'est une vraie demande. Yann Cornec, ce développement de la location, finalement, est-ce que ça va impacter vos ventes chez Plastimo ? Alors ça ne va pas forcément impacter nos ventes, mais si, dans le sens où ça facilite l'usage et donc ça facilite la pratique. Et quelque part, ça peut augmenter le nombre de pratiquants et du coup, dans ce sens-là, ça peut potentiellement être des opportunités de vente pour une entreprise comme Plastimo. Je dirais que ça change aussi un peu la nature de nos clients. On vendait beaucoup au marché de détail. Là, les loueurs, on voit qu'ils prennent une place de plus importante parmi nos clients. Tout à fait. Dans les publicités sur la plaisance, la vente de bateaux, on vend souvent justement la liberté, le contact avec la mer, la nature. Mais est-ce qu'on peut parler de loisirs éco-responsables ? En clair, les plaisanciers, est-ce qu'ils ont respect de la mer aujourd'hui ? Alors, je crois que le plaisancier est un citoyen peut-être plus sensibilisé que la moyenne des citoyens au respect de l'environnement. Il y en a pendant longtemps qui jetaient leurs déchets à la mer, ça semblait naturel. Il y a des voyous partout, et malheureusement, on en a aussi quelques-uns. Mais globalement, le terrain de jeu, c'est la mer. Donc le plaisir d'aller sur l'eau, c'est aussi le plaisir d'aller sur un environnement protégé et préservé. Donc cette sensibilité, elle est importante parce qu'elle impacte directement le loisir lui-même. Maintenant, il y a toujours des améliorations à apporter. Même si la plaisance, et un certain nombre d'études le montrent, a un impact dans sa globalité très faible sur l'environnement marin par rapport à toutes les autres activités humaines, à commencer par les activités terrestres et les rejets en mer, on a besoin de sensibiliser notamment les primo-accédants, les nouveaux plaisanciers, aux bonnes pratiques. Et je voudrais juste en profiter pour citer une initiative qui est en place aujourd'hui, un MOOC, c'est très à la mode les MOOC en ce moment, donc une formation en ligne ouverte à tous qui est sur le nautisme durable et qui est là pour apprendre aux plaisanciers vraiment les bonnes pratiques, les bons gestes au port, en mer, le respect des autres sur l'eau. Et donc je crois que tout ça va dans le sens d'une responsabilisation toujours plus grande du plaisancier. En 2012 puis 2015, Lorient frappe un grand coup en accueillant 2 étapes de la Volvo Ocean Race, la célèbre course autour du monde en équipage. Les entreprises bretonnes en profitent pour montrer leur savoir-faire. Et Lorient s'affirme comme un grand pôle de la course au large aux yeux du monde. Regardez. En 2013, grâce à la Volvo Race, le monde anglo-saxon de la course en équipage a pu découvrir la Sailing Valley. Une visibilité supplémentaire pour ce territoire allant de Brest à Vannes et regroupant les entreprises de pointe en matière de nautisme. Concrètement, il y a des retombées directes puisque les organisateurs de la Volvo, les teams de la Volvo au dernier passage, ont découvert vraiment un univers qu'ils ne connaissaient pas. Lorient, c'était quelque chose un petit peu inconnu pour eux. Et ils ont eu l'occasion de rencontrer des entreprises qui avaient des compétences assez exceptionnelles et qui ont débouché concrètement sur des appels d'offres et sur des contrats. La Sailing Valley est devenue aussi un formidable tremplin, un label pour conquérir des marchés à l'international. Comme ici, dans cette entreprise spécialisée dans la nutrition des marins et des aventuriers, qui a pu se servir du Made in Brest comme une véritable carte de visite. Ces meilleurs marins du monde ne font pas que la Volvo, mais ils font plein d'autres courses. Ils naviguent à travers le monde entier, ils naviguent aux États-Unis, ils naviguent sur le Pacifique, etc. Et ça, c'est des clientèles qu'on ne touchera jamais si on ne les avait pas eues via la Volvo. Paris gagné, tous les secteurs du nautisme sont désormais concernés par cette nouvelle visibilité.
Et pour parler de cette fameuse Sailing Valley, plusieurs invités m'ont rejoint. Bonjour messieurs. Alors Christophe Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Lorient Grand Large. Votre mission, développer la course au large donc, et les activités nautiques dans la rade. Vincent Loriot-Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte naval et designer de voiliers de course au large. Et les bateaux que vous concevez gagnent souvent, il faut bien le dire. Hein. Et puis Richard Forest, bonjour. Vous êtes cofondateur de Sea-Air. Bonjour. Alors, peut-être vous êtes un petit peu moins connu, Sea-Air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que fait votre entreprise ? Donc on est une jeune entreprise qui a 2 ans et qui a fait le constat suivant, c'est que des architectes conçoivent des beaux bateaux de course avec des foils, donc pour des experts, alors que nous on essaye de se dire on va démocratiser cette fonction vol, donc qui est à la base du foil, pour le grand public, monsieur tout le monde, et plutôt sur les bateaux à moteur. Donc vous faites voler les semi-rigides. Alors cette cité de la voile, là où nous sommes, est donc au cœur de cette fameuse Sailing Valley. C'est un réseau d'un peu plus de 160 entreprises qui déploient leur technologie dans la course au large. Cet écosystème générait en 2016 plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 57 millions justement, rien que pour la course au large. Lorient est un peu le 3e pôle de voile de compétition au monde, hein, derrière la Humble River, près de Portsmouth, en Grande-Bretagne, et puis Auckland, en Nouvelle-Zélande. Christophe Baudry, l'ADN de la voile de compétition en Bretagne, c'est la course au large. Hein. Avec Lorient Grand Large, l'ambition, c'est quoi? C'est de structurer ce secteur à la fois d'un point de vue sportif et économique? C'est de fixer des projets sportifs en premier lieu, de fixer des projets sportifs à Lorient, donc qui est effectivement l'épicentre de la Bretagne Sailing Valley, et de faire que quand un skipper se prépare pour la Mini Transat, il a envie de rester pour tous les projets qui seront plus consommateurs en matériel, puisque effectivement un Mini c'est un certain prix dépensé, une certaine somme dépensée par an, un classe 40 ça va être plus, et puis un IMOCA c'est encore plus. Donc le but du jeu c'est qu'ils prennent goût à vivre sur ce territoire et à préparer ses projets sur ce territoire et de se fixer à Lorient. Finalement, la course au large joue le rôle un petit peu de locomotive aussi et tire tout le monde. Oui, alors c'est la locomotive, ça fait vivre des gens, vous l'avez cité, à l'échelle de la Bretagne. Sur l'Orient, c'est 400 personnes qui vivent grâce à la course au large, donc c'est déjà ça. Et puis c'est un facteur d'attractivité pour le territoire d'une façon générale. Ça donne une image à l'Orient un peu différente et un peu plus sexy, je dirais, que celle de simplement la base de sous-marins historique. Donc on parle de Lorient-la-Base maintenant, c'est effectivement un territoire d'innovation et de technologie. Vincent Loriot-Prévost, vous concevez, on l'a dit à l'instant, les voiliers les plus performants, ou parmi les plus performants en tout cas pour la course au large, et vous vous appuyez sur des entreprises locales. Quels sont les atouts et les handicaps de cette Sailing Valley d'après vous? Je pense que les atouts, c'est d'avoir tout le monde sous la main, toutes les compétences, et donc on n'est pas obligé de courir le monde pour aller chercher les meilleurs. Je pense qu'il y a quand même largement de quoi faire ici. Vous avez vraiment le sentiment qu'on a parmi les meilleurs ici? Ah oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, ça se voit parce que les résultats sportifs, les résultats de course, lorsqu'ils sont internationaux, laissent des bonnes places aux équipes françaises aussi, quoi, hein. Je pense que y a beaucoup d'étrangers qui envient un peu notre expérience, notre savoir-faire et nos outils, quoi. Et qu'est-ce qui manque encore alors à cette Sailing Valley d'après vous? Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les étrangers viennent plus et qu'on arrive à avoir un schéma plus international que le schéma aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais vous aviez réussi la dernière fois avec la Volvo Ocean Race. Il faudrait que ça continue. Il faudrait que notre éventail d'équipes et de personnes pour lesquelles on travaille parle plus l'anglais. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage, hein, la Volvo, ça a vraiment eu un impact.
Ça a eu un énorme impact. Et puis, c'est la voile, vous situez les autres pôles très importants dans la course au large dans le monde. Mais quand on a vu les coureurs donc, sur la Volvo qui venaient de ces territoires-là, quand ils sont arrivés à Lorient, qu'ils ont pu voir Groupama 3, le trimaran et tous les jouets pour grands garçons, des outils de compétition qu'il pouvait y avoir ici, ils n'en revenaient pas du tout, quoi. Donc c'est aussi pour ça que la Bretagne s'est positionnée pour accueillir le Yacht Racing Forum à Lorient en octobre prochain. C'est aussi de transformer, de continuer à promouvoir ce pôle, cet espace, toute cette Bretagne Sailing Valley au niveau international. Développer le rayonnement international effectivement de Lorient sur ce sujet. Richard Forest, c'est un peu la même question, mais vous, quels avantages vous avez pour votre start-up à vous installer ici ? Pour une entreprise du nautisme, en quoi ce spot breton il est intéressant ? Je crois qu'effectivement, il y a une richesse dans le territoire de savoir-faire, typiquement comme nous, qui avons besoin d'agréger des sous-systèmes qui se font beaucoup dans la voile de compétition. C'est bien d'être ici, puisqu'on fait quelques kilomètres et on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Et puis on est baigné aussi dans un écosystème qui vit de ça. Voilà. Quand bien même nous, on est sur les bateaux à moteur, mais les bateaux à voile allant de plus en plus vite. Nos systèmes de bateaux à moteur permettent de maintenant aussi suivre ces voiliers qui vont vite. Et puis avec la dimension volante des foils qu'on met sur les semi-rigides, on peut suivre aussi les foilers. Donc ça a un sens. Alors on va parler un petit peu innovation justement. Alors un sondage effectué il y a 2 ans montrait que finalement les professionnels pariaient à l'époque sur une généralisation des foils et des bateaux volants. Alors les foils c'est fait. Les bateaux volants, pas tout à fait encore, on est au début. Vous, Vincent Loriot-Prévost, quelle est votre vision sur le sujet ? Comment est-ce que vous voyez l'avenir des bateaux ? Je crois qu'il faut distinguer les bateaux à moteur et les bateaux à voile. Je pense que la problématique des bateaux à moteur, chez Sierre, je pense qu'il sera plus à même d'en parler. À propos des bateaux à voile, je pense que c'est un peu plus différent parce que, en fait, c'est quoi un bateau ? Arriver à faire voler un bateau, c'est avoir un système qui permet de gérer les déséquilibres parce qu'on s'appuie sur 3 pattes, quoi. Et pour gérer les déséquilibres, on a sur un bateau à voile une composante supérieure qui est toutes les forces véliques et les forces véliques qui ont tendance à déséquilibrer le bateau encore plus. Donc aujourd'hui, on fait... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez recourir beaucoup à, je sais pas, de l'électronique, de l'informatique pour essayer de recalculer, de rééquilibrer en direct un bateau qui vogue sur l'eau. Ça veut dire quoi ? Si on fait des bateaux sans contrainte, c'est évident qu'on va on va travailler sur des systèmes d'asservissement pour anticiper et corriger. Maintenant, on travaille aussi sur des classes de bateaux qui ont des règles spécifiques. Et aujourd'hui, les règles spécifiques n'autorisent pas ce type d'asservissement. Donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres voies pour rendre un vol stable. Faire voler un bateau, c'est quelque chose qui est, je dirais, relativement aisé. Faire voler un bateau de manière stable, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. On ne va pas encore avoir tout de suite des bateaux avec plein d'assistance électronique comme on peut le voir dans les voitures de série. Oui, je pense qu'en bateau à moteur, on y va à grands pas. Ouais. En ce qui concerne les voiliers, je pense que si on fait un bateau dont l'objectif n'est pas forcément d'intégrer une classe avec ses règles, mais de travailler de manière un peu plus open, on pourrait tout à fait avoir des bateaux qui sont asservis et qui volent de manière stable à la voile, hein, comme il y a eu aux Bermudes en 2013 pour la Coupe d'Amérique. Ce sont des technologies justement sur lesquelles vous travaillez à Sierre ? Oui, au tout début de Sierre, en fait, on a commencé avec un voilier, donc un 650, le Mini 747. Et on a fait une première mondiale puisqu'on est devenu le premier monocoque à voler au large, un monocoque habitable à voler au large. Aujourd'hui, on est capable de voler plus d'1 heure de façon stable et sans électronique. Et donc là, actuellement, on cherche un sponsor technologique pour mixer le rêve et l'innovation de façon à mettre le foil, un autre système sur tribord et de basculer effectivement sur de l'électronique. Et on a en carton un projet de 40 pieds à voile qui est full flying automatisé, qui n'est pas effectivement un bateau de course, mais qui est plus un bateau de milliardaires pour des gens très fortunés qui voudraient se faire plaisir en volant et de façon complètement automatisée. Nous aujourd'hui on travaille sur ces électroniques-là, oui.
Christophe Vaudry, les foils là, dont on parlait, qui sont développés pour la compétition, donc viennent progressivement sur les bateaux de série. Cette perméabilité en quelque sorte des progrès réalisés dans la recherche, développement, qu'on retrouve finalement en application dans les bateaux de série, il faut la développer. C'est aussi le rôle du pôle ACO sur l'Arche, que l'innovation ruisselle en quelque sorte. Alors, c'est déjà que tous les coureurs puissent, grâce aux formations qu'on peut avoir chez Lorient Grand Large, effectivement appréhender ou au moins accéder aux bons formateurs et aux personnes qui vont leur permettre d'appréhender tout cela. Après, au niveau du grand public, nous, c'est pas directement notre activité, on est là-dessus. Quoique, on a une deuxième partie de notre activité qui est destinée à des coureurs, on va dire amateurs, qui ont envie de participer à la Transquadra, et on commence à entendre parler de bateaux de la Transquadra avec des plans porteurs. Donc pourquoi pas, on va le voir arriver assez vite. Et nous, on est face à ça. Richard Forest, votre entreprise, donc, on l'a dit, réalise des bateaux à moteur sur foil. Pourquoi faire voler les bateaux? Quel est l'intérêt? Très pratique, à quoi ça sert? Donc moi, à titre personnel, je ne viens pas du monde de la voile, ni même du nautisme en général. Et la principale bienfait que je ressens chaque fois que je suis sur nos bateaux, c'est le confort. C'est-à-dire que les vagues font qu'on a une tendance à ce que les navires suivent la vague, et donc on a une tendance à la suivre nous aussi, et donc à taper. Alors que le système de vol, en étant simplement 20-30 cm au-dessus de l'eau, nous apporte un très très grand confort, puisque avec notre semi-rigide là, qui est déjà vendu, on a déjà plusieurs clients, on passe donc sur 40 cm de vague, c'est la voiture sur l'autoroute, c'est complètement plat. Jusque dans 70 cm, c'est beaucoup plus confortable qu'avant. Et donc voilà, c'est principalement le confort. Et le deuxième argument majeur, c'est l'économie de carburant, puisqu'aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, que ça a été mesuré par des motoristes et des journalistes. On est entre 30 et 50% d'économie de carburant. Est-ce que c'est un argument de vente, ça? Est-ce que vos potentiels clients, ils sont sensibles? Oui, essentiellement les professionnels, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent le bateau pour se déplacer. Ça peut être les pompiers, la gendarmerie, les douanes, les militaires, et puis les bateaux taxis. On discute en ce moment dans le sud de la France avec des compagnies qui transportent des passagers pendant 1h30 ou 2, une dizaine de personnes. Le fait qu'ils soient plus mouillés, qu'ils soient très confortables, c'est des vrais arguments de vente. Et donc c'est des gens qui ont des factures de carburant entre 3 et 500 euros par jour. Donc 30% d'économie sur, mettons que 300 euros, le système est rentabilisé en moins de 2 ans. Alors là, on est encore très en amont. On veut dire, pour l'instant, vos produits s'adressent vraiment à des professionnels. C'est des produits coûteux. Pas du tout. Absolument pas. Mon premier client est un monsieur tout le monde. Et l'acte d'achat est vraiment, je trouve, c'est un sujet très intéressant en termes de marketing. C'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est plus monsieur qui achète un bateau à moteur avec un certain nombre de chevaux à l'arrière du bateau. C'est le couple qui a acheté. C'est-à-dire que la dimension confort fait que l'acte d'achat devient familial. C'est-à-dire que c'est vraiment la famille qui achète le bateau. Et donc aujourd'hui, on vend déjà le 5,50 m, le 7 m. Et l'an prochain, ce sera le 8,50 m. Vincent Loriot-Prévost, concevoir des bateaux plus écologiques, des voiliers plus écologiques, est-ce que cela fait partie de votre cahier des charges, ou est-ce que finalement c'est incompatible avec la compétition? Sur les bateaux de course, c'est clairement non. Je pense que les bateaux de course, ce serait quand même un petit mensonge de dire que les techniques qu'on utilise pour gagner du poids et chasser la performance tiennent compte de ce facteur-là. Par contre, sur les bateaux de course, on commence quand même à intégrer des systèmes qui sont des systèmes un peu laboratoires, comme tout ce qui est production, consommation d'énergie, puisqu'on a besoin d'énergie, même sur les bateaux à voile. Et là, on va avoir des bateaux qui vont de plus en plus être équipés de moteurs électriques, de panneaux solaires, d'hydrogénérateurs. Et je pense que c'est une vitrine qui peut être intéressante pour le public. Et je dirais qu'aussi, la course, l'innovation dans la course, elle peut avoir un effet rebond sur des secteurs qui n'ont rien à voir avec la course, comme le projet que développe mon associé, Marc Van Peteghem, à la suite de cette Coupe de l'América en 2010, où il y a eu une aile rigide qui a été montée à bord d'un bateau, que ce bateau a gagné la Coupe d'ailleurs. C'est de faire une extrapolation de cette aile pour
pour en tirer les bénéfices sur des bateaux de commerce. Et aujourd'hui, on est très avancé dans des études. Déjà, on a fait un démonstrateur de cette aile. Elle est brevetée et elle est présentée à des clients depuis 18 mois de manière professionnelle avec un partenaire industriel, etc. Donc c'est grâce à la course qu'on en arrive là également. Mais concernant les bateaux de commerce, donc c'est le rajouter de grandes voiles rigides pour que finalement on utilise la force du vent et qu'on économise du carburant. Ouais, c'est une aile rigide, c'est un élément qui a un bon rendement aérodynamique et on ne cherche pas à supprimer la motorisation, on cherche simplement à, dans certaines conditions, faire des économies de l'ordre de 25 à 30% de carburant et ça, vivement qu'on puisse le tester en grandeur nature, mais sur les modèles, c'est comme ça que ça marche. Alors on est à la Cité de la Voile, on va parler course au large, hein. Votre pôle, Christophe Baudry, propose donc des formations aux skippers, organise des compétitions. On a parlé de la Volvo Ocean Race, plus récemment la Mini 650. Former ici au moins un marin d'exception, c'est un peu votre rêve, j'imagine. On a des coureurs de très grands talents qui sont ici, dont notamment 2 qui viennent de gagner la Transat AG2R, la mondiale, donc Adrien Hardy et Thomas Ruyant. Oui, je parlais de marins d'exception parce qu'on est à la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Donc évidemment, oui, alors, je ne suis pas sûr enfin, déjà, les temps sont différents, donc on a forcément des personnalités différentes et des talents différents. Mais oui, le but du centre d'entraînement, donc nous on est ouvert à vraiment tout le monde. On a 175 adhérents aujourd'hui, donc de toute classe. Donc ça démarre, je vous ai dit, au 650 et ça va jusqu'aux IMOCA. Donc effectivement, on est ravis de voir des talents émerger et des talents continuer à se développer. Donc c'est aussi pour ça, vous partiez de la dimension événement, c'est aussi pour ça que voilà, on existe en tant que pôle. On est également les pit stops de la course au large. Un tiers des flottes de toutes les courses françaises sont basées à Lorient. Donc maintenant, le but, c'est aussi de continuer à le faire savoir. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur un autre axe d'événements, puisqu'on réactive une course mythique des années 79, pour être précis, de 79, la Lorient-les-Bermudes Lorient, qui aura lieu au printemps 2019. Date du départ vers le 21 avril 2019. On va parler juste pour finir un petit peu d'Éric Tabarly. Hein. Vincent Loriot-Prévost, qu'est-ce que vous retenez, vous, d'Éric Tabarly, le marin ou le concepteur de bateaux? On peut dire qu'il y a eu quelques bonnes idées quand même. Les deux. Les deux. Les deux, oui. Moi, j'ai eu de la chance d'être un peu contemporain d'Éric Tabarly. Il a même fait une transat qui s'appelait c'était Saint-Barthélemy, non Lorient, Saint-Barthélemy, Lorient. Et sur un bateau qu'on avait dessiné. Donc on l'a côtoyé aussi avec l'hydroptère et Alain Thébault. Et qu'est-ce qu'il a apporté alors à la voile? Ce qu'il a apporté, c'est des innovations qui ressortent encore maintenant et qu'il avait mis au point sur ses bateaux il y a 30 ans. Il y a eu de la construction légère avec Penduic 2, il y a eu des coques larges puissantes avec des ballasts avec Penduic 5, il y a eu un trimaran qui s'appelait Penduic 4, il y a eu Paul Ricard qui était le premier à foil avec un Maël et qui était destiné à voler, qui avait fait cette Transat Lorient-les-Bermudes Lorient, qui a fait 2e, je crois. Donc à chaque fois qu'il a fait un nouveau bateau, à chaque fois il a apporté quelque chose qui n'a pas forcément donné suite tout de suite. Les gens n'ont pas forcément embrayé sur le sujet, mais les idées sont ressorties, elles ressortent toutes et elles ressortent encore maintenant, quoi. Donc je pense que c'était quelqu'un qui avait une capacité d'analyser qu'est-ce qui fait aller vite un bateau assez exceptionnelle. On va revenir justement sur l'un de ses grands faits d'armes, sa victoire en solo en 1976 sur la Transat anglaise. 1964, le général de Gaulle en visite au salon nautique félicite Éric Tabarly. Je suis heureux de vous voir à la fin du fin et de vous féliciter de tout mon cœur. Merci mon général. Le Breton vient de signer la première grande victoire de sa carrière en remportant sur Penduic 2 la Transat anglaise. Il ne se doute pas ce jour-là que 12 ans plus tard, il va rééditer l'exploit.
En 1976, Tabarly est un marin célèbre et c'est sur Penduick 6 qu'il s'apprête à prendre le départ d'une course en solitaire qui restera à jamais la transat de la démesure. Le 6 juin 1976, ils sont 125 à quitter le port de Plymouth. Parmi eux, Éric Tabarly, mais aussi Alain Colas sur Club Méditerranée, un énorme 4-mâts de 71 mètres de long. La course est présentée comme un défi au sommet. Il n'y a pas de défi de ma part pour Alain Colas. Alain Colas, bon, s'il fait cette course, il fera un concurrent comme un autre. À la voile, on est tous des passionnés, on aime tous les mêmes choses. On les fait chacun avec du cœur et à notre façon. Il ne faut pas essayer de nous dresser les uns contre les autres. Mais au-delà de ce duel, si la Transat 76 reste une course d'anthologie, l'une des plus dures jamais disputées, c'est surtout en raison des conditions météo. Cette année, plus que jamais, l'océan frappe un grand coup. En 10 jours, 5 tempêtes successives entraîneront l'abandon de 34 concurrents, dont certains parmi les meilleurs. Les pilotes, les mâts, les voiles, tout casse ou se déchire à bord des bateaux les plus solides. Au terme de 23 jours et 20 heures de mer, Tabarly est le premier à franchir la ligne d'arrivée à Newport aux États-Unis. Alain Colas, lui, termine 5e. Quelques jours plus tard, Éric Tabarly est accueilli en héros à Paris. Il aura droit à une descente triomphale des Champs-Élysées. Bonjour Marie Tabarly, vous êtes une femme passionnée de sport, de nature, de voyage. Votre passion première, c'est le cheval, on y reviendra, parce qu'il y a aussi la mer qui ne vous a jamais quitté. Vous avez passé une partie de votre enfance sur Penduick 6 avec votre père, Éric Tabarly. Alors pour les marins, ce voilier, le Penduick 6 qu'on voit juste derrière vous, il est légendaire. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente ce bateau ? C'est toujours super difficile de répondre à une question pareille parce que c'est... il y a un moment où ça arrive à beaucoup de marins, on considère que les bateaux ont une âme en fait, et du coup on leur parle, ils nous répondent. Là on nous prend vraiment pour des fous. Donc je sais pas, c'est comme si je vous demandais qu'est-ce que représente un de vos parents. Alors quel est son caractère alors ce bateau? Vous vous dites, il vous parle, qu'est-ce qu'il vous dit? Et le 6, j'ai l'habitude de dire qu'il est un peu comme des lumières de tempête en Bretagne en fait. C'est doux et c'est brutal en même temps. Il est protecteur et en même temps hyper impressionnant. Il me fait même peur à des moments. Enfin, je vous garantis que sous spi, je suis pas fière dessus, mais vraiment pas. Il y a une sorte de bienveillance sur ce bateau où on se sent vraiment en sécurité et en même temps, s'il y a quelque chose qui casse, c'est l'enfer qui se déchaîne. C'est un mélange un peu comme un très bon cheval de sport en fait. Ça peut être en même temps, c'est une énorme force tranquille et avec, je sais pas, je suis très très impatiente de le retrouver en tout cas, de pouvoir revivre avec lui et de pouvoir être sur le dos d'un Black Shark, je vais partir, c'est génial. Alors c'est pour très bientôt, le 3 juillet prochain, dans un mois, vous partez en mer à bord du Penduick 6 pour un tour du monde en 4 ans avec escale. Vous avez baptisé ce projet Élémentaire. On va regarder ça en images. Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir est en nous. Je m'appelle Marie Tabarly et je vous propose de faire partie de mon équipage. Ensemble, nous partirons à la découverte de la nature humaine, mais aussi bien sûr terrestre. Penduick 6 sera notre guide pour nous accompagner sur ce tour du monde effectué par les 3 caps. À bord de ce bateau de légende, nous partirons pour un voyage initiatique d'est en ouest, où à chaque escale, nous accueillerons des artistes, des sportifs, des poètes de la vie. Avec eux, grâce à leur expérience, nous allons apprendre comment maîtriser nos peurs, les comprendre et les dépasser, collaborer avec elles pour les utiliser comme un moteur et faire en sorte qu'elles nous motivent à réaliser nos rêves. Et ainsi, faire de nos rêves des souvenirs.
la nature est un excellent moyen d'apprentissage sur nous-mêmes, et le voyage en bateau nous demande d'apprendre sur son prochain. Mais nous devons ouvrir les yeux sur cette nature, apprendre d'elle et apprendre sur elle pour nous relier au vivant, faire un état des lieux pour amplifier la prise de conscience sur l'état de la planète, mieux connaître ces espèces avec qui nous partageons ce monde, et montrer que l'avenir de l'homme est indissociable du respect absolu de la nature. Cela fait 3 ans que vous travaillez à ce projet, il vous tient vraiment à cœur. Pourquoi? À quel appel répondez-vous? Ça a été la conjoncture entre de plusieurs vies. Il y a eu, au départ, moi je suis comportementaliste équin, donc je m'occupe des chevaux qui sont un problème ou qui ont des propriétaires un problème. Et du coup, je travaille sur la réharmonisation du couple cavalier-cheval. Sauf que pour ça, moi j'ai besoin évidemment de bien lire le cheval, de bien le comprendre et de bien lire le cavalier aussi. Et donc pour ça, ça passe aussi par beaucoup de travail personnel sur moi. Et déjà, personnellement, moi j'avais besoin de repartir. J'avais besoin de repartir, d'aller apprendre encore plein de choses. J'étais en train de faire un tour du monde équestre déjà pour aller voir des grands maîtres écuyers qui sont un peu paumés, bien planqués. Et puis en fait, j'avais envie d'aller voir d'autres sports, j'avais besoin d'aller voir d'autres milieux, d'autres pays, plein d'autres choses. Et en fait, j'ai pas cherché à créer élémentaire, c'est un peu élémentaire qui est venu à moi. Je me suis réveillée un matin dans mon camion avec l'idée, j'ai pas cherché. Mais il y avait cette partie-là, il y avait le fait que je voulais absolument depuis des années retransmettre mon héritage et retransmettre pour moi, on n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Donc, il y a un moment, si je nais avec ce nom-là et avec ces bateaux-là, etc., il faut en faire quelque chose. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais je ne savais jamais quoi. J'ai eu plein d'idées, mais il n'y avait pas encore il n'y avait pas quelque chose qui s'était aligné. Et après, il y avait le fait aussi quand je travaille avec des chevaux, à partir du moment où l'humain accepte de voir ce qu'est un cheval, et quand il comprend que travailler avec sa compréhension et son acceptation, c'est une toute autre philosophie que travailler juste sur de l'abdomination pure en mode je monte dessus et moi je travaille en liberté avec les chevaux au départ. Du coup je leur apprends à travailler en liberté, que le cheval fasse le choix de venir à lui, etc. Et du coup ça ouvre plein de portes dans la relation avec les gens aussi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils veulent travailler, être avec des gens et que les gens soient avec eux parce qu'ils ont envie, et du coup ils se reconnectent à leurs besoins et pas à leurs envies. Finalement, votre expérience en tant que comportementaliste équin, où vous apprenez à soigner les blessures des chevaux, mais aussi des hommes, des femmes propriétaires, finalement, peut-être que aussi vous avez envie de la redonner vis-à-vis de ce projet. Ah mais complètement. J'ai adoré enseigner en fait. J'aime énormément retransmettre, et quand on arrive avec au départ des gens qui ont peur de leurs chevaux, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont peur de leurs chevaux, et qu'on arrive à avoir des gens qui galopent sur la plage les bras en croix, ils n'ont pas de selle, pas de filet, rien, et on a envie de... Je te rends l'argent que tu m'as donné pour t'apprendre ça, parce que c'est merveilleux. Et d'avoir des gens qui se reconnectent à eux-mêmes et qui se reconnectent du coup au vivant, et qui commencent à travailler vraiment sur toutes leurs peurs, et c'est fabuleux à faire. Donc là, je me suis dit qu'avec ce projet-là, je pouvais faire, au lieu de faire un cheval, un humain, des peurs, il y en a partout dans tous les sports, dans le monde. Enfin, je pouvais recréer en fait ça en puissance. Alors justement, sur cette idée de peur, à bord, il y aura des sportifs qui sont attachés à la performance, au contrôle, des artistes qui seront plus enclins peut-être au lâcher-prise. Pourquoi vous avez envie de faire se rencontrer des personnalités a priori si différentes, et justement, eux, ils sont peut-être à gérer la peur, ils sont habitués à gérer la peur, c'est peut-être ça aussi leur expérience que vous avez envie de transmettre? En fait, pour l'instant, on a des artistes et des sportifs. Après, j'ai en plus envie d'avoir des philosophes, des chefs d'entreprise, et pourquoi pas des hommes politiques étrangers. J'ai envie d'inviter un maximum de personnes à bord. En fait, ce bateau, je veux le transformer en une résidence itinérante autour du monde. J'ai pas envie de mettre de barrières et de me dire on va prendre que des artistes et des sportifs. Pouvoir avoir un maximum de gens à bord qui viennent nous apprendre des choses, leur façon de vivre, comment est-ce qu'ils ont
comment est-ce qu'ils ont appris et de quelle façon ils peuvent retransmettre, parce qu'il y en a, ils vont parler très facilement, d'autres, au contraire, ça juste avec des actes et sur leur silence et leur façon de se comporter à bord. C'est pour ça que je les prends aussi assez longtemps. Ils viennent tous 2 ou 3 semaines sur le bateau, mais le temps qu'ils lâchent leurs réflexes de terrien, le temps qu'ils apprennent la vie sur le bateau, le temps qu'ils se sentent à l'aise avec le bateau et avec le reste de l'équipage. En plus, on n'a pas de cabine à bord, il est resté en mode course, donc on est tous dans des bannettes. Donc il y a un petit temps d'adaptation aussi à ça. Mais aussi une forme d'isolement qui peut amener une authenticité aussi. Parce qu'on se déconnecte finalement du monde extérieur en étant en mer. Complètement. On se déconnecte et on est en même temps ultra connecté au monde en fait. Parce que du coup on se connecte de façon très, très forte aux éléments et au ressenti des autres. Parce qu'on est obligé de vivre avec les autres. Là. Donc c'est forcément les artistes auront une façon de lâcher prise qui va être ils sont à partir du moment où on fait de l'art ou ne serait-ce que jouer du piano à n'importe quel niveau, si on commence à penser à nos doigts, on se plante. Et du coup on est obligé de lâcher. Les sportifs, en fait, quand ils arrivent à un certain niveau, ils ont ce même lâcher prise aussi, parce qu'ils sont sur un tel degré d'excellence que. Et en plus, ils ont géré leur peur. Et ça, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on peut tous s'y retrouver. Piano, cette résidence itinérante, c'est un lieu de création aussi. Il y a le musicien Ian Tiersen, qui normalement doit participer à l'aventure. Il travaillait sur un nouvel album. Voilà, quitter la terre pour prendre le large, ça facilite la création aussi. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que le Black Chart, ça peut devenir un creuset de création. J'espère. Après... je ne vais pas parler en son nom, mais et puis on verra ce qui. J'ai pas. On me demande souvent qu'est-ce qui va se passer exactement, etc. J'en sais rien. Enfin, moi, je donne. Là, j'ai mis plein d'ingrédients en place. J'ai fait un équipage avec des équipiers pros, avec des funambules qui sont aussi en résidence pendant 4 mois sur le bateau et qui sont aussi artistes. Il y aura un peintre qui sera avec nous, Jacques Godin, qui sera avec nous au Groenland. Il y a plein de profils complètement différents. Il y aura des apnéistes, il y aura pas de monde, ce ne sera pas la même chose. Le Groenland ne va pas ressembler à l'Islande. L'Islande ne ressemblera pas au Lofoten. Ça ne va pas ressembler non plus à une étape qu'on va faire après au Brésil ou au Cape Town. Enfin, les endroits du monde sont différents, donc je ne peux pas avoir les mêmes gens aux mêmes endroits. Donc j'essaie de trouver une harmonie entre le lieu qu'on va visiter, les ambassadeurs que j'ai, et toujours par contre dans cette même optique de reconnecter l'homme à ses natures humaines et terrestres, et surtout qu'on puisse apprendre plein de choses sur l'humain. Bon. Merci Marie Tabarly. Le temps file très vite malheureusement, et je précise que les sponsors qui sont intéressés par votre projet sont bienvenus pour vous aider à boucler le budget. Il y a une campagne de crowdfunding qui est également en cours sur le net. Dès lundi, sinon, votre magazine itinéraire Bretagne reviendra sur les exploits de votre père, le navigateur Éric Tabarly. C'est à voir juste après votre journal régional. Et puis dimanche prochain, votre magazine Littoral consacrera 2 documentaires à Éric Tabarly à l'occasion des 10 ans de la Cité de la Voile. Cité de la Voile qu'on remercie pour avoir accueilli cette émission. C'est donc la fin de cette émission. C'était aussi le dernier épisode de la saison. Alors merci à toute l'équipe technique et éditoriale. Et puis rendez-vous en septembre prochain à suivre votre journal régional. Bon dimanche à tous.